Bonjour Martin Cubertafon, Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous pour cet entretien de l'Institut. Alors on va pas mentir à nos spectateurs, aux internautes, vous deviez cette semaine être avec nous physiquement en vrai au Clos à Reims pour un rendez-vous de Bacchus. Et puis le confinement a fait que ce n'allait pas possible. On trouve une forme de compensation avec cet entretien. Merci beaucoup de jouer le jeu. En quelques mots, vous êtes consultant en stratégie et enseignant à Sciences Po Paris. Vous enseignez la stratégie de l'entreprise et vous donnez un cours sur le marché mondial du vin depuis 2006. Et toujours sur ce marché du vin, vous intervenez dans le master de l'OIV, l'Organisation internationale de la vigne et du vin, dont le directeur général a fait un entretien avec nous juste avant, la semaine dernière. Et puis vous enseignez également à l'Université du vin de Suse-Larousse. Et puis vous êtes l'auteur de deux livres sur le marché mondial du vin, dans lesquels vous appliquez la grille d'analyse de la stratégie de l'entreprise aux spécificités du vin. Deux livres sont parus chez Erol, Entreprendre dans le vin en 2015 et Stratégie et marketing du champagne, qui nous intéresse encore plus à l'Institut Chapaz. C'était en 2017. D'abord, comment vous vivez, vous, cette période très particulière et ce confinement? Écoutez, aussi bien que possible, j'ai beaucoup de chance. Je suis pas touché par la maladie, ni moi, ni mes proches. Je me trouve dans le Médoc, voilà, où habite une partie de ma famille et où moi je fais du conseil dans le vin notamment. Et j'ai certains clients actuels dans le Médoc, à Pauillac, donc je me suis rapproché de mes clients. Et tout se passe aussi bien que possible. Voilà, on voit la saison évoluer. Et alors, dans ce contexte particulier de pandémie, vos clients, par exemple, dans le Médoc, vous appellent 3 fois par jour pour avoir des conseils? Non, 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 ils ont d'autres soucis, comme les champenois, d'autres soucis à gérer, à la vigne actuellement, et puis commercialement également. Donc c'est plutôt des incendies à éteindre. Et puis maintenant, ça c'était au début, des incendies à éteindre, et puis depuis quelques semaines, 2, 3 semaines, on rentre dans l'après avec le sentiment et maintenant la certitude que cette crise va faire naître des opportunités également et qu'il va falloir être assez rapide pour les saisir. Et donc, il faut être créatif. Et donc, on rentre dans la partie, me semble-t-il, moi, plutôt amusant parce qu'on sait maintenant que ça sera plus comme avant. Et donc, il va falloir s'en tirer. Et comme vous le savez, la crise, d'ailleurs, c'est bien montré dans l'idéogramme chinois qui signifie crise, qui est un mix entre danger et opportunité. Et donc, Hmm. il va falloir essayer de trouver ces opportunités. Qu'est-ce que vous sentez qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui sera plus jamais comme avant? Alors, j'ai pas de boule de cristal, hein, mais plus jamais comme avant, je me suis mal exprimé. En fait, je pense que ça va être un accélérateur de tendance. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont sous-jacentes ou qui sont en développement depuis longtemps, et on voit qu'elles vont gagner quelques années de développement, donc elles gagnent au présent quelques années de développement en quelques semaines. Le télétravail, la télémédecine, ce genre de choses. La banque, les retraits aux distributeurs automatiques ont baissé dans certains pays de 50%. Voilà. Et il y a des clients qui n'auront plus envie de retourner dans l'agence. Donc, ça Hmm. peut obliger à repenser tout le modèle économique de la banque, qui est fondé un peu sur les agences, de la banque de réseau, qui est fondée sur les agences. Donc, il y a des comportements qui vont évoluer et qui évoluent en direct. Après, il y a des. Enfin, voilà, c'est ça qui sera plus jamais comme avant. On va développer pour ce qui est du vin et du champagne Bien sûr. en détail, mais je pense que plutôt que plus jamais comme avant, ça va accélérer les tendances. Hmm. On en vient au vin, la filière vin, en particulier la Champagne, que vous observez, vous, depuis de nombreuses années. Vous avez analysé notamment la période 2008 à maintenant à peu près. Alors 2008, c'est le début de la crise financière, la crise 2008-2010. Et vous disiez depuis un certain temps déjà que la Champagne était en train, là en ce moment, depuis quelques mois, de finir un cycle. Vous pouvez un petit peu développer cette idée et parler du cycle actuel que la Champagne connaît depuis 2008. Oui, eh ben, c'est ce que je pensais développer le 5 mai à Reims. Et heureusement que je ne l'ai pas fait. Enfin, bon, je ne pourrais pas le faire aujourd'hui parce que tout change un petit peu. Oui. Mais j'espère que ça sera une petite remise et que je pourrai apporter d'autres analyses. Mais effectivement, là, en résumé, la Champagne a connu 30 ans de croissance extraordinaire. Tout le monde s'est beaucoup enrichi en Champagne. Une croissance qui était fondée sur l'évolution, la croissance des volumes avant tout et des marchés export. Depuis 2008, il y a eu un changement d'air avec cette crise économique. Tout la Champagne a réalisé, tiré par le CIVC, que la croissance à venir ne se ferait plus uniquement sur la croissance des volumes et qu'il fallait se focaliser sur la valeur. Donc, on voit les volumes qui sont
stagnant depuis 10 ans, autour de 300 millions. En revanche, chaque année, on vend plus en euros. On a dépassé les 5 milliards cette année. Voilà. Euh, Ça a provoqué un changement des équilibres en Champagne, avec les 30 ans de croissance qui avaient été fondés sur un tiers des bouteilles commercialisées par les vignerons, ce qui permettait d'avoir un rapport de force qui leur était pas défavorable. Sauf que, avec cette stratégie de valeur, le prix du kilo de raisin augmente plus vite que celui des bouteilles. Donc les vignerons se tournent vers la vente de raisins plutôt que vers la vente de bouteilles. En plus, ils sont positionnés sur les segments les moins favorables, à savoir le segment géographique, la France, les segments tarifaires, l'entrée de gamme, ce sont les segments qui décroissent. Voilà. Donc ils ont de plus en plus tendance à vendre des bouteilles, ce qui fait qu'ils ont perdu un quart de leurs bouteilles depuis la crise de 2008. Et cet équilibre champenois est aujourd'hui, de fait, remis en cause. Là-dessus, donc là, c'est ça qui dessinait un peu la nouvelle ère champenoise. Là-dessus, vous rajoutez un peu de Brexit, un peu de taxe Trump, même si elle ne touche pas les champagnes, ça fait beaucoup d'incertitudes. La loi Egalim en France, et donc c'est obligé à naviguer à vue, et les nouvelles ne sont pas bonnes sur le marché français. Donc, il y avait les éléments pour avoir une crise qui arrive. Si en plus on regarde un peu dans le rétroviseur, ça n'a pas vraiment de sens, mais on peut se dire que quand même, depuis 30 ans, il y a des crises tous les 8 à 10 ans en Champagne. Et la dernière, c'était en 2008, 2009, 2010. Donc ça aurait dû arriver. Et donc moi, je m'apprêtais à vous raconter tout ça, et je m'apprêtais à vous dire, on risque d'avoir une crise qui arrive en Champagne, et pour la première fois, elle ne risque de ne pas toucher toute la Champagne, mais puisque le marché s'est séparé véritablement en deux, entre les maisons vignerons qui exportent et qui valorisent leur vin, et les maisons ou vignerons ou coopératives qui sont sur le marché français et qui valorisent peu leur vin, et que ça allait être cette deuxième partie qui allait beaucoup souffrir. Voilà, s'il devait y avoir une crise. Maintenant, il va y avoir une crise pour tout le monde, et elle va être, on verra bien, mais elle ne sera pas comme je l'imagine dans cette cause. Mais le modèle, le cycle là qu'on évoquait, il est fini. On va passer à autre chose. Effectivement, on arrive probablement à la fin d'un cycle, mais la Champagne, quand vous voyez l'évolution de ses ventes, est à une évolution en croissance, mais éminemment cyclique. Donc finalement, tout ceci est assez normal, un cycle après d'autres. Peut-être que plus profondément, on allait vers la redéfinition du modèle champenois. On a un modèle champenois qui a fonctionné depuis 30 ans, c'était pas le même auparavant, et les champenois sont très forts pour réinventer leur modèle, et là, ça allait être nécessaire, et ça le sera probablement d'autant plus avec cette crise. Mais la crise, elle va accélérer le besoin de réinvention. Oui, et la crise, elle va absolument, et elle ne va pas toucher tout le monde pareil. C'est-à-dire que ça ne va pas être aussi simple que je le pensais, à savoir ceux qui sont sur les segments sans croissance du marché vont souffrir plus que les autres. Ceux qui sont en France, en grande distribution, sans marque forte, oui, ils vont souffrir, mais tout le monde va souffrir. Regardez LVMH. LVMH, Dom Pérignon, c'est 10% de ses volumes et plus d'un tiers de ses revenus. Dom Pérignon s'est vendu surtout dans les bars et les nightclubs élitistes. Tout ce qui est ce qu'on appelle le on-trade. Le on-trade, il est fermé là, il est mort. Donc on verra, il va y avoir quelques mois de chiffre zéro. Il y a quelques mois sans rien et il y aura de la casse. Donc même quand la grande maison, le numéro 1, le leader qui tire toute la Champagne vers le haut avec sa stratégie de premiumisation, va sévèrement tousser, voilà, alors qu'a priori c'est le mieux positionné pour affronter une crise, ça montre bien l'étendue du problème. Il peut y avoir des retournements de situation, comme par exemple la loi Egalim, qui a beaucoup pénalisé les promotions en grande distribution, a favorisé les marques de distributeurs et fait un petit rebond de certains vignerons. Donc c'est plutôt structurel, plutôt conjoncturel pardon, que structurel, mais on peut avoir des phénomènes comme ceci. Donc les cartes vont être un peu redistribuées et on va devoir redéfinir un modèle champenois avec toute cette donne. Si vous étiez un dirigeant champenois, engagé dans des actions professionnelles ou interprofessionnelles, dans la représentativité collective en tout cas, vous conseilleriez quoi? Vous auriez envie d'aller vers quoi? Vous pensez que le nouveau modèle, il doit être lequel? Alors le modèle sera la résultante de tous les comportements microéconomiques des entreprises. Donc si je devais conseiller une entreprise, eh bien, sans avoir la solution, parce que toutes les problématiques sont différentes, mais je pense qu'il va falloir ouvrir des chantiers de réflexion, d'une part sur la distribution. J'ai évoqué le on-trade qui est complètement à l'arrêt aujourd'hui. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend en pensant qu'il va repartir? En disant ça va être la fameuse courbe en V, il va repartir dès que ça réouvre? C'est peu probable, on ira probablement vers une courbe en U, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup plus de temps avant que ça reparte, voire, parce qu'il va y avoir beaucoup de casses, beaucoup de faillites de restaurants et d'hôtels et de cafés, voire une courbe
en L, hein, puisque le champagne, actuellement, quand on cite les secteurs qui risquent d'être le plus touchés par la crise, et d'avoir la reprise la plus lente, c'est le tourisme, le transport aérien, l'événementiel. Mm. Le champagne est lié à ces secteurs-ci, du tourisme et de l'événementiel. Et le champagne est lié à la célébration également. Donc, je pense qu'il va falloir repenser ces canaux de distribution en termes de tuyaux qui vous amènent vers le client final. Hein, c'est-à-dire, est-ce que aux États-Unis, par exemple, c'est assez amusant, ça va très très vite, c'est déjà le cas aujourd'hui. Ils ont pris tous les volumes du on-trade et ils les ont fait basculer sur le off-trade. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de baisse de volume, et par contre, les distributeurs à tous les niveaux, wholesalers, retailers et au-dessus aussi, ils ont pivoté très vite pour changer de canal de distribution. C'est très intéressant parce qu'il y a des marques qui étaient réservées au on-trade, des marques plus chères, qui se vendaient seulement en restauration, qu'on trouve maintenant en grande distribution. Donc ça rebat les cartes marketing pour de nombreux produits. Donc il faut intégrer tout ça dans sa réflexion. Où est-ce que je vais être vendu demain? Avec le online qui se développe, qui là, pour le coup, va gagner quelques années en quelques mois. Hein, la vente de online de vin qui est un peu compliquée parce que le vin n'est pas digitalisable. C'est un produit pondéreux, volumineux et fragile. Ça a accru tout doucement les ventes de vin sur Internet. Et là, c'est en train pas d'exploser, mais de croître très très fort, hein, à plus de 100%, sur tous les marchés. Donc là, ça va prendre une nouvelle dimension. Après, il y a la relation avec le consommateur. On voit tous ces virtual tasting, ce genre de choses qui sont balbutiantes et on ne sait pas l'intérêt véritable qu'il y a là-dedans, mais on voit que ce sont des tentatives de la part des propriétaires de marques de conserver une relation avec leur consommateur final. Voilà, pour ne pas perdre ce lien qu'ils avaient normalement à travers les opérations public relations ou promotionnelles dans les points de vente ou les points de consommation. Donc il faut repenser tout ça, mettre un peu de online, changer le on-trade pour le off-trade, repenser son on-trade parce qu'il y aura de nouveau du on-trade, mais comment va-t-il fait? Et puis, en ce qui concerne la Champagne, si j'étais un conseil de maison, l'aspect positif de cette crise pour la Champagne, c'est qu'elle tombe dans l'année, si j'ose dire, au meilleur moment. Elle tombe au T1, alors que la Champagne est un marché extrêmement cyclique, où oui, on parle de 40%. Se fait au quatrième trimestre et encore plus importante du profit. Donc je préparais activement mon T4 qui va être la clé. Parce qu'on n'a pas de visibilité, mais il est possible que lors du octobre, novembre, décembre, la situation ne soit pas rétablie. Et c'est même probable pour tout ce qui est restauration, café, voilà. Donc il faut préparer cette période charnière. Actuellement, les gens n'ont pas envie de célébrer, et le champagne est lié à la fête. La période est plutôt assez triste, assez morose. Vous voyez, la sémantique de la guerre, de l'Union nationale, on n'en est pas encore à ouvrir des bouteilles, mais ceci va passer, et les gens vont avoir besoin de revivre, et il faut préparer ça, et se préparer en termes de marketing et de route to market, comment est-ce que vous allez toucher vos clients. Et ça va être différent en France et sur les autres géographies. Vous parlez de célébration, le champagne fait partie de ces symboles de la fête et de la célébration. On l'a vu avec Port Roca là récemment, les chiffres le montrent, alors que d'autres vins tirent leur épingle du jeu en grande distribution, notamment pour le champagne en France, c'est une catastrophique, vous l'avez expliqué, hein, l'ambiance est plutôt morose donc ça ne marche pas. Est-ce que ça veut dire que le champagne doit essayer de changer son image de vin rare des fêtes pour essayer de trouver une image plus quotidienne pour être plus vendable en grande distribution, quitte à devoir changer son modèle économique, puisque le prix de vente ne peut pas être le même? Moi, je ne pense pas. Je pense que tout positionnement a ses avantages et ses inconvénients. La Champagne a profité énormément du passage à l'an 2000. Eh bien, voilà, quand il y a une période plus négative, il est normal qu'il y ait l'aspect inverse qui s'exprime. Maintenant, le champagne est très lié à la célébration et effectivement, ça c'est un aspect, c'est un des drivers du marché, c'est un aspect plutôt positif, mais il est possible d'en sortir. Vous évoquez comme sortie le fait de baisser ses prix pour devenir plus quotidien. C'est pas forcément souhaitable, étant donné le modèle économique champenois, étant donné la structure des marchés, étant donné la demande de plus en plus forte pour les produits ultra premium ou iconiques. Donc non, c'est pas le cas. Ce serait pas ma recommandation. En revanche, de plus en plus de champagnes sont considérés comme des vins, comme des grands vins. Vous voyez, je fais référence à tout le petit segment qui est encore une niche, mais qui est en forte croissance, des champagnes de vignerons ultra qualitatifs. Growers champagne sur les marchés en action.
Eh bien, ces champagnes qui sont produits par des femmes et des hommes qui ont une démarche de vigneron, hein, c'est-à-dire tirer le meilleur de la vigne et ensuite tirer le meilleur à la cave du vin, quitte à oublier certains dogmes champenois comme l'assemblage de millésimes, de terroirs ou de cépages. Ces personnes-là, je pense, auront plus de facilité à sortir de cette crise parce qu'elles ne sont pas liées à la fête. Ce sont des grands vins parmi d'autres. Vous voyez, quand vous voyez des amateurs qui vont échanger des bouteilles je sais pas, de vignerons prestigieux comme Anselme Sélos ou Aiguille Lauriette, eh bien, on va les boire ou les déguster comme des grands vins à table et non pas comme des champagnes d'apéritif pour fêter quelque chose. Donc ça, c'est une voie possible. Voilà. Parce que je pense que le combat du vin quotidien n'est pas le bon combat. Le combat du vin quotidien, effervescent quotidien, est mené par d'autres vins effervescents qui ouvrent la voie aux consommateurs au champagne. Je pense au Prosecco, au Crément, au Cava, qui font venir de nouveaux consommateurs à la bulle et qui créent des nouveaux moments de consommation. Donc là, il y a un moment un peu difficile à passer, qui va être plus difficile pour le champagne que pour le Prosecco, probablement. Mais vous en tirerez les bénéfices ensuite. Il faut tenir bon dans la tempête. Merci beaucoup Martin Cubertafon, merci pour cet entretien, c'était passionnant. Et puis je donne rendez-vous à nos internautes pour de prochains rendez-vous très vite.